Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors concrètement, est-ce que dans quelques minutes, quand le Conseil de sécurité va se réunir, on peut imaginer une avancée ? Eh bien, c'est très peu probable. Certes, Volodymyr Zelensky ne cesse d'alerter sur la situation de la centrale, mais parmi les pays du Conseil de sécurité qui soutiennent officiellement l'Ukraine, seul Joe Biden s'est prononcé sur le sujet. En mars dernier, il appelait la Russie à cesser d'y exercer ses activités militaires. Depuis, plus un mot, pas une réaction de la part de la France, ni du Royaume-Uni. À l'ONU, le seul qui porte publiquement ce combat, c'est le président du Conseil de sécurité, Antonio Guterres. Écoutez. Any attack to a nuclear plant is a suicidal thing. It is unacceptable for states in possession of nuclear weapons to admit the possibility of nuclear war. Today, humanity is just one misunderstanding, one miscalculation away from nuclear annihilation. Voilà, quel est le problème ? Pour bien comprendre, il faut revenir au fonctionnement même du Conseil de sécurité. Il est composé de 15 membres permanents, de 15 États membres, 5 sont dits permanents. La Russie, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Chine, ce sont les seuls à détenir chacun un droit de veto, les seuls à pouvoir bloquer toute décision du Conseil. Notons que la Russie est coutumière de son utilisation. Au palmarès des droits de veto, elle sort grande gagnante avec 146 vetos depuis 1946, loin devant les États-Unis et loin devant le Royaume-Uni, la Chine et la France. Ce privilège, la Russie l'a encore brandi le 25 février dernier, souvenez-vous, lors d'une résolution qu'il appelait à retirer immédiatement ses troupes de l'Ukraine. Résultat, la résolution n'est pas adoptée, et ce, même si la majorité des membres ont voté pour. Alors si on reste sur cet exemple d'ailleurs, est-ce que la Russie aurait été obligée de retirer ses troupes si elle n'avait pas eu un droit de veto ? Eh bien non, tout simplement parce que cette résolution n'aurait pas été contraignante. En langage juridique, cela veut dire qu'elle n'a aucune force exécutoire, qu'elle ne peut imposer quoi que ce soit. Autrement dit, rien n'oblige la Russie à retirer ses troupes, il ne s'agit que d'un accord mis par écrit, et dans ce cas, le poids d'une telle résolution n'aurait été que purement symbolique. Et donc il ne s'est rien passé depuis le début de la guerre ? Quasiment rien, ou presque. Le poids des actions de l'ONU n'est que politique. Par exemple, depuis le 26 avril dernier, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité ont, en théorie, l'obligation de justifier leur droit de veto devant l'Assemblée générale. C'est ce qui est écrit dans une résolution adoptée après le début de l'invasion de l'Ukraine. Mais puisqu'elle n'est pas contraignante, rien ne l'y oblige. Au mieux, les pays membres font le choix de se présenter devant l'hémicycle. Au pire, le message renvoyé à la communauté internationale ne sera que négatif. Et si on élargit le propos, est-ce que l'ONU a pesé sur certains conflits ces dernières années ? Concernant le conflit en Syrie qui a débuté en 2011 et qui dure toujours, l'envoyé spécial des Nations Unies lui-même dresse un bilan très sévère. J'exprime le profond regret de l'Organisation des Nations Unies que nous n'ayons pas encore été en mesure de négocier la fin de ce conflit tragique. Même constat d'échec pour le conflit au Yémen formulé par l'émissaire de l'ONU lui-même. Nous avons proposé de nombreuses opportunités en partie, mais en vain. C'est avec un profond regret que je vous rapporte aujourd'hui qu'elles n'ont toujours pas surmonté leurs divergences. Merci beaucoup Lucile. Jean Quatremer, vous connaissez très bien les institutions